Harry Potter, l'histoire de ce jeune sorcier a envoûté des millions de lecteurs. Mais derrière la magie se trouvent de vrais châteaux hantés et lieux magiques. Un monde où la sorcellerie fut un jour réalité, où des bêtes légendaires foulaient la terre et où les hommes étaient en quête d'immortalité. Rejoignez-nous dans la découverte d'un des plus grands classiques de la littérature pour enfants de notre génération. Plus de 250 millions d'exemplaires vendus dans le monde, une place de numéro 1 des ventes et dorénavant des films mythiques. Pas mal pour un écolier sorti tout droit de l'imagination d'une simple mortelle. J'ai eu l'idée de Harry Potter dans un train en 1990. Je regardais le paysage défiler et le déclic s'est produit. Ça a été le plus grand éclair d'inspiration de ma vie. Et depuis, je n'ai cessé d'écrire sur lui. J'ai des caisses entières de textes sur Harry. Harry Potter est peut-être le fruit d'une folle imagination, mais ce n'est pas le cas du monde magique dans lequel il évolue. Le livre regorge de toutes sortes d'informations et l'écriture est très riche. Afin d'ajouter un peu d'humour et séduire les lecteurs de tous les horizons, J.K. Rowling a intégré à son récit des mythes et des légendes du monde entier. Je pense qu'elle possède un cerveau de la taille d'une planète. Elle aurait pu devenir une grande physicienne. Mais je crois que nous pouvons tous la remercier d'avoir choisi la littérature. Ce voyage à la découverte de la réalité derrière la fiction entraîne un flot de questions fascinantes. Quel personnage réel est enterré sous un quai de gare mythique? Qui hante les couloirs des châteaux, réels ou imaginaires? À quel point la magie du film est-elle tirée de la vraie sorcellerie? Quels mythes anciens ont nourri les modernes? Quel pensionnat a inspiré la création de Poudlard? Quel ancien sport a inspiré le Quidditch mais s'est révélé plus dangereux? Sur quel mythe s'appuie l'idée de voler sur un balai? Dans Harry Potter, on monte sur le balai dans ce sens, alors que cela devrait être dans l'autre sens. Et enfin, quelle est la vérité derrière la pierre philosophale et le personnage médiéval qui assure l'avoir trouvée? Notre voyage commence dans une gare londonienne ordinaire, mais un lieu très spécial pour Harry Potter. C'est dans la gare de King's Cross qu'Harry quitte le monde des Moldus pour un royaume de magie et d'aventure. Les Moldus, ce sont les autres, les parents, ceux qui ne vous comprennent pas si vous êtes un enfant. C'est ça le concept fascinant des Moldus. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est que cette voie de la gare King's Cross, la voie 9, qui se trouve être le mystérieux passage vers Poudlard, est également liée à une autre légende. Dans les sombres tunnels de la gare, interdit d'accès au public. Peut-être la créatrice d'Harry Potter connaît-elle la légende de la reine guerrière qui hante ces lieux. Tout comme Harry, elle se livra à une bataille sans merci contre les forces du mal. La reine Boudicca expulsa les Romains de Grande-Bretagne. Et quand l'ennemi revint en force, elle connut une mort héroïque au cœur de la bataille. Selon la légende, elle était enterrée ici, dans la gare de King's Cross et précisément sous le quai 8, qui était auparavant le quai 10. Ces tunnels aujourd'hui ne sont plus utilisés, ce sont des tunnels fantômes. Harry débute son voyage au-dessus de la tombe de Boadicea, sur le quai 9 3/4, passage vers un monde magique.
Nous voici sur le quai 9A de la gare King's Cross. C'est ici que se cache le quai 9 3/4 où le Poudlard Express conduit les élèves à Poudlard. Juste ici se dresse la barrière entre les quais 9 et 10, où Harry s'accroche à son chariot et traverse le mur qui le mène vers le monde magique et le quai 9 3/4. Le premier défi pour Harry est de trouver le quai 9 3/4, car les Moldus ne peuvent pas le voir. Cela n'a pas empêché les fans d'Harry de partir à sa recherche. Les gens viennent des 4 coins du monde. Ils nous écrivent du Japon, de Corée, certains arrivent d'Australie, d'Asie, et ils veulent tous voir le quai 9 3/4. Avec un peu d'aide de ses amis sorciers, Harry trouve enfin son quai et monte à bord du Poudlard Express. Ainsi commence son merveilleux voyage vers la plus grande école de sorcellerie du monde. Orphelin dès son plus jeune âge, Harry a grandi avec son oncle et sa tante dans une rue de banlieue, Private Drive. Une rue très banale, identique à celle dans laquelle J.K. Rowling a grandi. Nichols Lane, dans le village de Winterbourne, près de Bristol, a inspiré la maison de Harry. C'est ici que la jeune Joanna Kathleen Rowling jouait au magicien avec un garçon dont le nom deviendrait un jour célèbre. Mon nom de famille, c'est Potter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça lui est resté. On a passé notre temps ensemble de nos 2 ans jusqu'à nos 7 ans. Ensuite, la famille de Joanne a déménagé. Je me souviens que Joanne avait toujours un livre avec elle. Elle passait son temps à lire. Nous étions 6 enfants et toujours ensemble car nos maisons étaient très proches les unes des autres. La plupart du temps, on jouait aux sorciers et aux sorcières. On s'asseyait tous en rond sur le sol comme autour d'un gros chaudron et c'était toujours Joanne qui lisait les sorts. Dans ce rituel, les lunettes étaient un accessoire indispensable du costume de sorcier. Dans la maison d'enfance de Rowling se trouve une autre source d'inspiration pour le monde de Harry Potter. Un placard sous l'escalier. Il ressemble en tout point à la chambre attribuée à Harry par son oncle et sa tante, de cruels moldus qui haïssent la magie au point de ne jamais lui révéler que ses parents étaient des sorciers célèbres. La triste vie de Harry change soudainement avec l'arrivée d'un gentil géant, Hagrid. Messager de Poudlard, Hagrid est chargé d'aider Harry à faire ses courses en prévision de la rentrée et l'emmène de ce fait à Londres. C'est ici qu'il découvrira les prémices du monde magique caché dans le nôtre. Un côté secret de Londres qu'aucun moldu ne peut voir. Le chemin de traverse, situé dans les plus vieilles rues de la capitale et plus réaliste que J.K. Rowling ne saurait l'imaginer. Première destination pour Harry, la banque Gringotts. Dans l'un des coffres, il découvre que ses parents lui ont laissé une fortune, largement assez pour acheter toutes ses fournitures pour Poudlard. Dans le film, l'ambassade australienne sert de décor à la banque Gringotts. Pourtant, juste à côté, se trouve la vraie banque Gringotts de Londres, des coffres souterrains qui abritent certaines des plus anciennes collections d'argenterie. Les London Silver Vaults rassemblent la plus grande collection d'argenterie du monde. Certains de ces objets ont une immense valeur et sont très anciens. Nous en avons même quelques-uns qui datent du XIIIe siècle. Tout comme la banque Gringotts, les Silver Vaults de Londres sont bien gardés. Cependant, à la banque Gringotts, les trésors ne sont pas protégés par des humains. Les banquiers du monde magique de Rowling sont des gobelins. Les gobelins ont toujours existé dans la littérature. Parfois ils sont mauvais, parfois même malveillants,
mais ils ne sont jamais cruels envers les humains. Ils gardent une certaine distance vis-à-vis des humains. Ils ne ressentent aucune émotion humaine. Il est impossible de les faire flancher, ce qui fait d'eux de parfaits banquiers. Ils ne ressentent pas de compassion, ce qui complique les choses lorsque l'on vient demander un prêt. Pourquoi se soucierait-il de nous? Nous sommes des humains, ils n'éprouvent aucune émotion. Ce sont donc de parfaits banquiers pour le monde des sorciers. Sa nouvelle fortune en poche, Harry se lance dans un shopping des plus magiques. Premier achat pour Harry, l'uniforme de l'école, inspiré par un folklore aussi réel qu'inquiétant. Dans le livre et dans le film, quand Harry Potter achète son uniforme, son choix se porte sur une robe noire. Au Moyen-Âge, dans ce pays, les sorciers portaient du noir. Si une menace soudaine se présentait, ils pouvaient plus facilement disparaître dans les ténèbres. Certains accessoires ont un usage symbolique, les chapeaux pointus par exemple, car tout sorcier croit qu'il peut faire monter l'énergie en lui et la libérer vers le ciel, comme la flèche d'une église par exemple. Les autres accessoires de Harry viennent d'anciens cultes liés à la nature. Le chaudron par exemple. On l'imagine toujours flanqué d'une vieille sorcière ridée qui remue un liquide bouillonnant. Pourtant, il était simplement utilisé pour les herbes médicinales. Il représente également les entrailles de la terre-mère, ce qui nous renvoie à la résurrection et à la fertilité. Harry achète les ingrédients secrets pour ses potions chez un herboriste. Une fois de plus, notre monde et celui de Harry se rencontrent. Certaines herbes achetées par Harry sont toujours utilisées aujourd'hui, comme nous l'explique l'herboriste Chris Hadley. L'herboristerie, c'est l'usage des plantes pour la médecine. C'est une tradition très ancienne et les plantes ont le même usage depuis des siècles. Mais la société change, alors l'utilisation des plantes change elle aussi. On ne les utilise plus de la même façon à cause des nouvelles maladies et des changements dans la société. Harry utilise notamment de la belladone, appelée aussi l'ombre de la mort, car en grande quantité, elle peut être vénéneuse. On dit que la belladone sert à créer des potions qui aident à voler, un mythe avec un soupçon de réalité. Les usages de la sorcellerie ont leurs racines dans les religions pré-chrétiennes, et ces religions étaient d'ordre chamanique. Souvent, les chamans envoyaient leur esprit dans l'autre monde. En ce qui concerne la belladone, on en faisait généralement une crème que l'on appliquait en massage. Avec ces narcotiques, la sorcière se transportait dans le monde des esprits où elle cherchait un remède pour son patient avant de revenir dans le monde réel. Harry se procure ensuite l'accessoire indispensable au parfait sorcier. En réalité, on utilise une baguette pour concentrer son énergie sur ce que l'on souhaite voir arriver. Son but est d'agir en tant qu'extension de notre propre psyché. J'utilise cette énergie, je la concentre dans mon corps et je l'extériorise à travers la baguette magique. Tout comme Harry, les sorciers choisissent leur baguette avec soin. Les gens choisissent différents bois, comme le noisetier ou le bouleau. Personnellement, je préfère le pin. Après une recherche approfondie, Harry trouve la baguette qui lui était destinée. Pour finir, Harry se procure son familier, un animal avec juste une touche de pouvoir magique. Voici une autre notion sortie tout droit des vraies traditions de la sorcellerie. Dans la légende, les chouettes étaient utilisées pour la surveillance, comme des chiens de garde si vous voulez. Si quelque chose les inquiétait, elles poussaient un cri qui alertait les sorciers et leur permettait de disparaître rapidement. La chouette d'Harry s'appelle Edwige, mais elle n'est pas si futée qu'on pourrait le croire. La chouette blanche très rusée que l'on voit dans le film n'est qu'un mythe. En vérité, les chouettes ne sont pas très malines. J'ignore même comment elles ont pu survivre. Pour commencer, elles ont un réel problème de vue, car leur vision est binoculaire. Elles ont de grands yeux pour capter plus de lumière la nuit, mais leur vue de près est vraiment médiocre.
De loin, elle voit très bien. Mais je ne pense pas qu'elle serait apte à délivrer du courrier. Délivrer le courrier n'est pas la seule chose pour laquelle les chouettes ne sont pas douées. Une chouette ferait vraiment un très mauvais compagnon pour Harry Potter, car ces animaux ne montrent aucune affection. La seule chose importante pour une chouette, c'est son prochain repas. Alors pourquoi ces créatures ont-elles toujours été associées au surnaturel? Elles ont une façon très lente, méthodique et étrange de voler. Imaginez que vous passez pendant la nuit près d'un cimetière et que vous apercevez la forme fantomatique d'une chouette dans le clair de lune. Elle se pose sur une pierre tombale et pousse son cri perçant. Il y a de quoi en effrayer plus d'un. Son shopping enfin achevé, Harry est prêt à se lancer à la découverte du monde magique, tout comme nous. Les livres fonctionnent très bien à différents niveaux, ce qui explique leur succès auprès des enfants. Ils les lisent une fois, puis les recommencent pour voir les éléments qu'ils auraient pu rater. C'est pareil pour moi, je les relis constamment et je trouve encore des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Alors que Harry voyage à bord du Poudlard Express, il passe devant Northumberland et l'un des châteaux hantés les plus célèbres d'Angleterre. C'est ici qu'erre un fantôme qui a trouvé sa place dans le monde de Harry Potter. La Dame en gris, The Grey Lady, un spectre qui hante les couloirs fictionnels de Poudlard, mais aussi les couloirs bien réels du château Chillingham, comme nous l'explique Cyril Robson. La Dame en gris était Lady Mary Barclay. La légende dit que son fantôme hante les couloirs et les escaliers en attendant le retour de son mari. J'entendais pas le bruissement d'une robe. La plupart du temps, cela se passe ici, dans le hall d'entrée. Côtoyer des fantômes n'est pas aussi facile dans notre monde que dans celui de Harry. Je n'ai jamais vu de fantôme. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Dès qu'on essaie de se concentrer sur un son spectral, il disparaît. Dans Harry Potter, personne ne sait ce que la Dame en gris a fait pour devenir un fantôme. Il en va de même pour celle du château Chillingham. Épouse abandonnée, elle refuse de reposer en paix et attend le jour de sa revanche. Son mari l'a quittée. En fait, il est parti avec sa sœur et l'a laissée seule avec son bébé. Depuis, son fantôme hante les couloirs en attendant le retour de son mari. J'ignore quel genre d'accueil elle lui réserve. Mais d'après sa réputation, je ne crois pas qu'elle l'attendra les bras ouverts. La Dame en gris de Chillingham aurait-elle pu inspirer J.K. Rowling pour la Dame en gris de Poudlard? Elle a une approche très particulière de ce genre d'information, presque inconsciente. Il serait dur pour elle d'affirmer qu'elle pensait bien à la Dame en gris. D'ailleurs, je doute qu'elle le reconnaisse spontanément. Elle a vraiment cette faculté incroyable d'observer et d'enregistrer des informations dans sa tête et de les faire réapparaître naturellement plus tard, comme c'est le cas ici. Je crois que la fascination pour les fantômes est due au fait qu'ils sont un pont entre la vie et la mort. Il s'agit là d'un mystère que tout le monde veut résoudre. Ils sont aussi délicieusement effrayants. Les enfants adorent se raconter des histoires de fantômes. Les adultes adorent en écouter. Et ce qui est fantastique avec les fantômes de Poudlard, c'est qu'on peut dialoguer avec eux. Comme avec Peeves, l'esprit frappeur, qui agace constamment Harry et ses amis. Une tasse de thé. Attrape-moi si tu peux. Peeves est l'esprit frappeur classique que l'on trouve souvent dans des endroits comme Chillingham. Il constitue un autre lien entre le monde magique de Harry Potter et le nôtre. Mais ce n'est pas le dernier. Laissons la Dame en gris derrière nous et partons à la recherche du vrai Poudlard.
Nous passons devant la gare de Gothlandsteam dans le Yorkshire, utilisée dans le film pour représenter la gare de Préolard. Puis devant le château médiéval de Alnwick dans le Northumberland où la plupart des plans se déroulant à Poudlard ont été tournés. Mais où est donc censée se trouver l'école de Harry ? Selon certains lecteurs, les indices nous mènent en Écosse, où J.K. Rowling a écrit le premier Harry Potter. Il s'agit d'un lieu où une école de magie pourrait être facilement dissimulée au regard indiscret des moldus. Un autre indice est la vue décrite par Harry lorsqu'il sort du train. Un grand lac brumeux entouré de vastes montagnes sur lesquelles sont perchées les tours et les remparts d'un château médiéval. L'Écosse pourrait-elle abriter Poudlard, la célèbre école de sorcellerie ? Dans les lointains Highlands, une région ancrée dans la sorcellerie, s'élève une école offrant d'étonnants points communs avec Poudlard. Un lieu mystérieux, truffé de passages secrets, construit par un vrai magicien. Gordonstoun est un des pensionnats les plus sélects d'Angleterre. Il compte parmi ses anciens élèves le prince Charles, et ses traditions sont aussi anciennes que la royauté elle-même. À l'origine, l'école appartenait à Sir Robert Gordon, un sorcier du XVIIe siècle qui, contrairement à Harry et ses amis, n'avait aucun scrupule à pratiquer la magie noire. Selon les légendes du folklore écossais, il aurait vendu son âme au diable. The wizard, Sir Robert O'Gortonstoun, the wise is a warlocks, the Murrayshire chiel, the despot O'Duffus, and Freena the Deal, the man whom the folks o' wild Murrayshire feared, the man whom the friends o' wild Satan revered. Oh, never to mortal evil renown, like that o' Sir Robert O'Gortonstoun. Il faut garder en mémoire que nous sommes dans une région connue pour ses fantômes et ses événements surréalistes. Gordon compte pour beaucoup dans cet état de fait. On l'appelait le magicien, car juste sous la pièce où nous nous trouvons, il y avait le laboratoire qu'il occupa pendant 7 ans. Après 7 ans de travail acharné, il réussit enfin à créer une salamandre, un lézard sorti du feu qui lui donna quelques-uns des secrets de la vie. Beaucoup d'histoires passionnantes circulent sur le magicien. Sir Robert est enterré sous la vieille chapelle. Selon la légende, il avait si peur que le diable vienne réclamer son dû qu'il construisit le bâtiment le plus étrange de l'école, le carré rond, the square round. Le but de ce bâtiment était de lui fournir une bonne cachette quand le diable viendrait le chercher, car il n'y avait aucun recoin sombre. Cela a donné un pensionnat unique en son genre. Quelqu'un comme Harry Potter l'aurait beaucoup aimé, car quand le gardien essaye d'attraper les mauvais garçons, il fuit devant lui et tourne en rond. Le carré rond n'a pas pu sauver Sir Robert Gordon. La légende dit que le diable a fini par le rattraper. Les plus pragmatiques disent qu'il est mort dans son lit. Tout comme Poudlard, Gordonstoun a ses passages secrets. Il existe plusieurs histoires intéressantes sur les passages secrets. Il en est un qui reste introuvable à ce jour et que les élèves n'ont jamais cessé de chercher. Ce passage est censé mener aux falaises et à la mer, à environ 800 mètres d'ici. Mais ces tunnels avaient peut-être plus à voir avec la contrebande qu'avec la magie. Dans le bâtiment, 2 passages secrets existent encore. On les appelle les Priest Halls, des cachettes utilisées jadis par les prêtres catholiques. C'était à l'époque de la grande persécution religieuse dans le nord de l'Écosse. Ces cachettes servaient à faire disparaître le prêtre de famille si l'ennemi venait frapper à la porte. L'idée géniale qu'a eue J.K. Rowling, c'est d'utiliser comme décor un pensionnat britannique traditionnel.
Il est fantastique que tous les enfants du monde, dont la plupart ne visiteront jamais ce genre de pensionnat, puissent pénétrer dans une école de magie et laisser derrière eux l'école banale qu'ils côtoient tous les jours. C'est une véritable idée de génie. Tout nouvel arrivant dans un pensionnat doit être placé dans une maison. Une décision qui affectera toute la vie scolaire de Harry. Je connais très bien le choix-peau de Poudlard. Il me semble être une façon très divertissante de prendre ses décisions. Beaucoup de gens dans le monde doivent penser qu'ici, à Gordonstown, les choses se passent de la même façon que nous avons nous aussi un choix-peau. Mais en fait, vous avez le choix-peau devant vous. Les parents peuvent exprimer une préférence quant au lieu où iront leurs enfants, mais c'est le directeur qui, en dernier lieu, prend cette décision. Il est très important de ne pas regrouper le même type d'élèves dans une maison. Alors, je lis leur dossier, j'apprends à les connaître avant leur arrivée, et après seulement, je décide que tel élève ira dans telle maison. Comme à Poudlard, les élèves sont par la suite très fidèles et loyaux envers leur maison. Ils savent à quelle communauté ils appartiennent. À Poudlard, les membres d'une maison sont très connus, les Serpentards. Harry a failli les rejoindre. Les Serpentards ne sont vraiment pas des gens très sympathiques. Quand je parle du livre avec des enfants, ils me révèlent souvent que le passage avec le choix-peau les hante. Ils sont bouleversés par le fait qu'Harry soit presque devenu un Serpentard. Tous les pensionnats dignes de ce nom pratiquent des sports d'équipe. Et l'école de magie de Poudlard ne déroge pas à la règle. Le sport favori de Harry est le Quidditch, un jeu que J.K. Rowling décrit comme ressemblant un peu au basket. Il comprend lui aussi des paniers, mais au lieu de 2, le Quidditch en comprend 6 et compte 7 joueurs par équipe, chacun sur un balai. Au lieu d'une balle, le Quidditch en compte 4. La plus importante est le swaffle. 2 autres balles, appelées les cognards, ne servent pas à marquer, mais à faire tomber les joueurs de leur balai. Chaque équipe comporte 2 joueurs, appelés les batteurs, dont la seule mission est d'éloigner les cognards avec de longues battes. La 4e et dernière balle, le vif d'or, est de la taille d'une balle de golf et vole autour du terrain en se cachant. C'est la mission de l'attrapeur, le poste que Harry occupe, de le trouver et de s'en saisir. Quand le vif d'or est attrapé, le match est fini. Le Quidditch trouve ses origines au Xe siècle, quand les villages d'Angleterre médiévale se réunissaient pour s'adonner à un sport redoutable, où les joueurs se battaient pour une vessie de porc gonflée d'air. Près de Gordonstown, un ancien sport celtique, le shinty, est toujours populaire. Pratiqué avec un bâton appelé un caman et une petite balle dure, ce sport remonte à plusieurs milliers d'années. Aucun doute, le shinty est un des sports les plus anciens au monde. Des images de sports de balle ont été trouvées sur des sculptures et des pierres tombales qui remontent à la nuit des temps. Nous savons que ces sports étaient pratiqués partout en Europe. Le mot shinty date d'il y a bien longtemps. Il vient d'un terme gaélique, syntag, qui signifie bondir ou courir. Et caman signifie bâton tordu. De nos jours, ce sport n'est pas dangereux. Mais lorsque les Highlanders en faisaient un jeu de guerre, il pouvait être fatal. Oui, je crois qu'à l'époque, c'était un sport très dur. On dit que beaucoup de joueurs finissaient avec des membres cassés et le crâne ouvert. Les Highlands étaient régis par des clans et le chef aimait maintenir ses troupes prêtes pour la bataille. Mais s'il leur faisait pratiquer les exercices de guerre à l'épée, forcément il y avait des blessés et le chef perdait des hommes. Alors le shinty est devenu l'entraînement parfait. Le shinty a des points communs avec le Quidditch.
Mais un autre sport repose sur des joueurs qui frappent une balle avec un bâton et sur leur monture parfois imprévisible. Le polo, sport favori du prince Charles, l'élève le plus célèbre de Gordonstoun. Mais un cheval ne remplace pas un balai, et c'est voler sur un balai qui rend le Quidditch si magique. Il existe un tas de modèles, l'éclair de feu, le Comet 140 et celui que tout le monde envie à Harry, le Nimbus 2000. Un vol de nuit sur un balai est peut-être l'image la plus fréquemment associée à la sorcière. Et si cette image était erronée? Un sorcier moderne nous affirme que c'est le cas. L'idée de la sorcière volant sur un balai nous vient d'une tradition païenne liée à la fertilité. Une femme s'asseyait sur le manche, brosse à l'avant, et sautait de haut en bas dans les champs. On disait que plus haut elle pouvait sauter, meilleure serait la récolte. Dans le livre Harry Potter, il vole dans ce sens, alors que le balai devrait être dans l'autre sens. Peut-être, mais dans l'école de J.K. Rowling, les élèves étudient la vraie mythologie. Elle utilise des thèmes et des éléments classiques, ce qui donne à ses romans un intérêt universel. Mais elle les emploie d'une façon qui lui est propre. Parmi les personnages qu'Harry étudie se trouve Circé, une sorcière puissante qui transforme les hommes en cochons dans l'une des plus grandes histoires jamais racontées, l'Odyssée. Écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ par un poète grec aveugle nommé Homère, les deux romans l'Iliade et l'Odyssée enchantèrent des générations d'enfants grecs. Le voyage épique du héros Ulysse ressemble beaucoup à celui de Harry. Il a un but à atteindre, un nombre incroyable d'obstacles à surmonter, de monstres à affronter et à vaincre, de sorts auxquels résister, et tout ça sans perdre de vue son but. D'une certaine façon, Harry Potter est un Ulysse moderne. Les histoires de la Grèce antique sont une des plus grandes sources d'inspiration de J.K. Rowling. Les personnages des légendes grecques apparaissent souvent dans ses livres. Un personnage réel de l'ancienne Athènes a fourni le nom du pire ennemi de Harry, Drago Malfoy. Célébré dans les cieux nocturnes comme la constellation du dragon, Drago était un législateur du 7e siècle avant Jésus-Christ, connu pour ses châtiments cruels, qui nous donnèrent par la suite le mot draconien. La mère de Malfoy, Narcissa, est elle aussi basée sur un mythe grec célèbre. Narcissa nous vient du mythe de Narcisse. C'est lui qui nous a donné le mot narcissisme. Narcisse était un jeune grec amoureux de son propre reflet. Un jour, alors qu'il s'admirait au bord d'une rivière, il est tombé dans l'eau et s'est noyé. Hagrid, l'ami géant de Harry, tire son nom d'un personnage grec expulsé des cieux que Zeus, roi des dieux, autorise à rester en tant que gardien des animaux. Un rôle presque identique à celui de Hagrid, garde-chasse dans les Harry Potter. Une des missions de Hagrid, s'occuper de Touffu, le chien à 3 têtes qui garde le couloir interdit du 3e étage de Poudlard. Touffu, le chien de garde à 3 têtes, est en fait Cerbère, qui dans la mythologie grecque est lui aussi un chien à 3 têtes. Une des choses incroyables chez Rowling, c'est qu'elle reste absolument fidèle aux mythes originaux, tout en les employant de façon légère dans ses histoires. Touffu en est l'exemple parfait. Le lac de Poudlard cache un autre monstre que l'on pensait jadis mythique, mais il n'est en fait que trop réel. Le calamar géant a toujours excité l'imagination, car il vit dans les eaux profondes et on le voit très rarement. Les anciens l'appelaient Krakon, et l'idée qu'une créature si immense puisse vivre dans les profondeurs de l'océan, ou du lac, comme c'est le cas ici, est absolument fascinante, car c'est une combinaison entre le mythe et la réalité.
Près de Poudlard, dans la forêt interdite, vivent d'autres créatures sorties tout droit de la mythologie, les centaures. Dans cette même forêt se cachent les êtres les plus insaisissables du monde magique, les licornes, créatures chassées en vain dans notre monde. Dans les aventures de Harry, tout comme dans la mythologie, les licornes ne sont que pure bonté. Les peuples les ont cherchées pendant des siècles, car la légende veut que leurs cornes et leur sang aient des vertus médicinales. Cet aspect des licornes est pris en compte dans les livres. À part la mythologie grecque, J.K. Rowling emprunte aussi beaucoup à la légende du roi Arthur, comme le montrent les cartes magiques de Harry Potter. Le roi Arthur est l'épée Excalibur, sa demi-sœur Morgane la sorcière, Hengist de Woodcroft, un héros descendant des dieux norses, la druidesse Cliodna, déesse irlandaise de la beauté, de la mer, de la vie après la mort, et le plus grand de tous les enchanteurs, Merlin, un personnage qui a beaucoup en commun avec Dumbledore, lui-même membre de l'ordre de Merlin. Sur la côte des Cornouailles s'élève un château du XIIe siècle au nom légendaire, Tintagel. Bien en dessous de ces ruines se trouve un bastion encore plus ancien, la caverne de Merlin, où certains affirment que l'on peut encore entendre sa voix. Le château Tintagel est le lieu où Merlin emmena le jeune roi Arthur après la mort de ses parents. Les similitudes entre Harry Potter et le roi Arthur sont nombreuses. On peut commencer par le fait que, comme le roi Arthur, Harry Potter est pris en charge par un magicien et quitte les membres de sa famille à cause du danger qu'il encourt. C'est exactement comme dans la légende du roi Arthur. On peut même aller plus loin. Tout comme Merlin enseigne à Arthur, Dumbledore apprend à Harry à développer ses propres pouvoirs magiques au sein de Poudlard. Accompagné de sa reine Guenièvre et de son meilleur chevalier Lancelot, Arthur unifia le royaume et construisit le majestueux Camelot. L'histoire de trois amis répercutée dans les aventures de Harry. Le fait que Ron, Hermione et Harry ressemblent à Arthur, Lancelot et Guenièvre offre un parallèle intéressant. C'est un chemin ouvert à toutes sortes de possibilités quant à la façon dont leurs relations se développeront. Arthur et ses chevaliers siégeaient autour d'une table ronde, symbole de leur égalité. Ensemble, ils se lancèrent dans la plus grande aventure, la quête du Saint Graal. Coupe sacrée utilisée par Jésus lors de la scène, le Graal était réputé pour ses pouvoirs miraculeux de guérison. Tel un chevalier en quête, Harry cherche son propre Graal, une pierre magique bien cachée et très convoitée. Appelée aux États-Unis la pierre du sorcier, elle se nomme ici la pierre philosophale. La mission de Harry est d'empêcher le cruel Voldemort de s'en emparer. Les deux éléments, la pierre philosophale et le Saint Graal, sont assez similaires, car ils ont tous les deux le pouvoir de dévoiler les secrets de l'univers. La pierre philosophale ne fait pas que transformer les objets en or, elle délivre aussi les secrets de l'immortalité. Les érudits croyant ardemment en son existence, on commença à la chercher dans l'ancienne Égypte. Beaucoup de nos connaissances sur la magie nous viennent d'Égypte. Ce pays joue un grand rôle dans le monde magique. Par exemple, l'idée même que les sorciers utilisent des baguettes vient d'Égypte. Commencée en Égypte, la quête de la pierre philosophale s'étendit en Europe. Au Moyen Âge, la pierre devint l'obsession des premiers scientifiques appelés alchimistes.
S'ils pouvaient créer la pierre magique, les alchimistes étaient sûrs de pouvoir transformer les métaux en or et de percer les secrets de l'immortalité. L'alchimie est aux origines de la chimie moderne. Pas celle qui se pratique avec des microscopes à électrons, mais la chimie qui expérimente les différentes réactions chimiques. Cet aspect-là est dérivé du travail des alchimistes. À travers les siècles, beaucoup d'alchimistes tentèrent de créer la pierre. Aucun n'y parvint. Puis, au XIVe siècle, un d'entre eux déclara avoir réussi. Il s'agit d'un autre personnage historique qui trouve sa place chez J.K. Rowling. Le vrai Nicolas Flamel naquit en 1340 en France. Il vécut à Paris, où une rue porte son nom. Très riche, il fit construire de nombreux abris pour les pauvres, dont l'un existe toujours. C'est aujourd'hui la plus vieille maison de Paris. Ici, grâce à sa générosité, les pauvres avaient droit à un repas, comme nous l'explique l'actuel propriétaire et restaurateur, Nadin Erkberg. Ce restaurant se trouve dans la maison construite en 1407 et c'est aujourd'hui la plus vieille maison de Paris. Avant, les gens venaient ici pour avoir un repas gratuit. Ils passaient une nuit, mais ce n'était pas vraiment gratuit. Ils devaient prier. Prier pour l'âme de Nicolas Flamel. Il recherchait toujours la connaissance. Il était obsédé par cela. Et une nuit, selon ses dires, un ange est apparu au pied de son lit et lui a dit qu'un livre viendrait à lui et qu'il contiendrait toute la sagesse humaine depuis les débuts de la civilisation. Le lendemain, un vieil homme frappa à sa porte et vendit à Nicolas Flamel un livre à la couverture de cuivre. Durant les 20 années qui suivirent, Nicolas Flamel sillonna l'Europe afin de trouver une personne capable de traduire le livre. Ce n'est que quand il trouva cette personne qu'il put enfin apprendre à transformer les métaux ordinaires en or et à déchiffrer les secrets de l'immortalité. Au décès de Flamel en 1417, la rumeur se répandit qu'il avait trompé la mort en utilisant la pierre philosophale. Sa maison fut mise à sac par des Parisiens à la recherche de montagnes d'or. Ils ne trouvèrent rien. 200 ans plus tard, l'histoire de Flamel prit une tournure étrange. Les gens fascinés par ce livre et par ce qui avait pu lui arriver, décidèrent d'ouvrir son cercueil. Il était vide. Nicolas Flamel aurait-il pu créer une vraie pierre philosophale, découvrant ainsi les secrets de la richesse et de l'immortalité? Jean Dubuis, qui habite près de Paris, est un alchimiste moderne qui a suivi les enseignements de Nicolas Flamel pendant 50 ans. Après des années d'expérimentation, Dubuis croit enfin avoir trouvé le vrai secret de la pierre. On a donné une mauvaise image dans le public, qui est la transmutation de différentes choses en or, donne une connaissance intérieure du monde, une connaissance spirituelle qui est inaccessible autrement, mais la transmutation, ça n'est pas le but, c'est le constat qu'on a atteint l'état intérieur qui correspondait au chemin. Le problème de l'alchimie, c'est de faire que chacun puisse retrouver sa véritable intériorité. Pour Harry Potter, la quête de la pierre philosophale est la première étape vers la quête de sa destinée.
Un concept aussi ancien qu'Ulysse et aussi moderne qu'un héros de film d'action. Les livres fonctionnent à différents niveaux. Ce sont bien sûr de grands romans d'aventure, de belles histoires avec un héros qui se cherche tout en luttant contre le mal, mais ce sont aussi de fabuleuses chasses au trésor littéraire. Nous avons tous un peu de Harry Potter en nous, car il n'est pas parfait. Parfois, il commet d'énormes erreurs, mais il veut toujours faire pour le mieux, même s'il ne se comporte pas toujours comme il le devrait. En utilisant des mythes et des légendes du monde entier, J.K. Rowling a su créer un monde bien à elle, un royaume enchanté qui unit les enfants à travers le monde. Ce que je trouve le plus fantastique dans le succès que connaît Harry Potter, c'est que tous les enfants du monde, quelle que soit leur culture, pensent la même chose. Ils sont excités et enchantés par les mêmes choses. C'est une communauté de fans répandue dans le monde entier, dont Harry Potter est le héros. Et je trouve cela formidable. Alors que la saga Harry Potter continue, les lecteurs peuvent s'attendre à découvrir d'autres liens avec notre propre monde de Moldus. Et tout comme la quête pour la pierre philosophale, si nous suivons les indices du monde magique de Harry, nous découvrirons peut-être la vraie magie dans le nôtre.